Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons faire un focus sur le dispositif d'OBO, Owner Buyout, mais encore plus précisément que ça, sur le dispositif d'OBO immobilier, un dispositif qui vous permet de vous vendre un bien immobilier à vous-même et ce en passant par une société. Alors pourquoi le faire? Quel est l'intérêt de le faire et quelles sont les conditions pour le faire? Autant de questions que nous allons poser en plateau à Aurélie Alamijon, directrice au sein de l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Bonjour Aurélie Alamijon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors comme je le disais, l'Owner Buyout immobilier, ça permet de se vendre à soi-même un bien qu'on possède déjà, et ce en passant par une société, une SCI familiale. On n'est pas le seul actionnaire de la société, et ça peut être pour diverses raisons qu'on va évoquer ensemble, j'imagine, pour récupérer des liquidités ou pour préparer sa transmission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce mécanisme de OBO immobilier? Oui, alors tout à fait. Comme vous l'avez indiqué, en fait, sous ce terme, en fait, ça vise une succession d'opérations juridiques qui vont aboutir à modifier la détention d'un immeuble de rapport qui procure des loyers afin de répondre à différents objectifs familiaux, juridiques, économiques, financiers. Donc on est déjà dans un premier temps sur un bien immobilier qui est, on est sur du locatif. Exactement. Pas une résidence principale ni une résidence secondaire. Pas un immobilier de jouissance ni d'usage, mais un immeuble de rapport. D'accord. On a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, au départ une personne physique qui se trouve propriétaire directement donc, de cet immeuble locatif, et d'ailleurs à raison desquels elle va être fortement en général imposée en matière d'impôt sur le revenu, qui va le céder en fait ce bien à une société généralement civile qui l'aura préconstituée, qui sera soumise au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés. Et cette société va recourir à un financement bancaire pour procéder à l'acquisition auprès du propriétaire initial de ce bien. Et dans un second temps, en fait, la société devenant propriétaire du bien, en fait, pourra faire face à son emprunt grâce au loyer du bien, en fait, en propriété. Et ensuite, la personne physique pourra procéder, dans une perspective de transmission patrimoniale, à une donation-partage d'une fraction du capital de cette société civile au profit de ses enfants. Dans un second temps, ou ça doit être prévu au moment de la constitution de la société civile immobilière? En général, ce sont des opérations qui se font un petit peu concomitamment dès après, mais dans un laps de temps relativement proche. Et ensuite, la personne physique, grâce au prix de cession, aux liquidités qu'elle aura encaissées à raison de la vente de cet immeuble, va pouvoir remployer ces liquidités dans d'autres actifs, notamment des placements financiers, type contrat d'assurance vie, pour diversifier ainsi son patrimoine. Donc les raisons pour se lancer dans ce type d'opération, c'est vraiment récupérer des liquidités et en même temps préparer sa succession, c'est ça, ou la transmission de son patrimoine? Exactement. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça paraît simple comme ça, mais en fait, ça l'est c'est pas du prêt-à-porter. Ce sont vraiment des opérations qui sont sur mesure, vraiment chaque situation différente. Il faut procéder au préalable, avant de se lancer dans ce type d'opération, comme de toute façon la démarche en termes d'ingénierie patrimoniale, à un audit de la situation familiale, patrimoniale de l'intéressé, sonder ses objectifs et effectivement ensuite, au niveau avoir une instrumentation très rigoureuse de ce type d'opération, en faisant intervenir différents partenaires conseils qui seront chargés de cette instrumentation. Notaires, avocats fiscalistes et évidemment banquiers. Donc ça nécessite du temps et un suivi rigoureux. S'agissant des objectifs, en fait, et on le sentait un petit peu quand on décrit cette opération, le profil type, les objectifs qui peuvent aboutir à adopter ce type d'opération, c'est effectivement en premier lieu un objectif de transmission patrimoniale au profit de ses enfants dans de bonnes conditions juridiques, parce que en procédant à la donation des parts de la société civile, notamment par donation-partage, qui au passage est un type de libéralité qui est gage de stabilité et de sécurité parce qu'elle n'est pas rapportable à la succession. Parce qu'on est actionnaire de société et non pas effectivement en indivision sur un bien immobilier. Tout à fait. On contourne la problématique de l'indivision que l'on aurait créée si en fait la donation avait porté sur l'immeuble en direct, bien sûr, ou bien même si on n'avait pas transmis par donation, si le bien était transmis par succession au profit des héritiers. Donc ça, c'est un premier point quand même très intéressant. En plus, on donne et on conserve quand
même l'actif dans son cercle familial. Complètement. Actif que l'on peut avoir envie de garder, justement parce qu'il est associé à ce bien une rentabilité importante, ou bien parce qu'il y a un affectif, c'est un bien qui est dans la famille depuis longtemps. Et puis en même temps, ça permet, grâce au statut de la société civile, de régler de façon fine et précise les relations entre les différents associés avec les enfants. Avec les statuts. Avec les statuts de la société, d'encadrer les relations politiques, financières, s'agissant de la détention de cet actif immobilier par la société civile. Alors, plusieurs questions, si jamais on veut s'y lancer. Alors, effectivement, ça dépend de chaque profil, mais mettons que les objectifs aient été définis. À partir du moment où on réalise un emprunt via une SCI, mais qu'on est actionnaire majoritaire de la SCI, déjà, première question, est-ce qu'on peut être actionnaire unique de la SCI qui va acheter le bien, ou il faut forcément plusieurs actionnaires familiaux? Alors, il faut plusieurs associés. Et là, l'idée, si vous voulez, c'est comme ça s'inscrit dans une dimension de transmission patrimoniale, l'idée, c'est d'associer généralement les enfants. Les enfants dès le début, d'accord. Voilà, exactement, par cette fameuse donation. Et alors, du coup, si je souscris un crédit alors que c'est via cette SCI, il va falloir que, j'imagine, je remette au pot, entre guillemets, que j'apporte de l'argent pour pouvoir souscrire un nouveau crédit avant de récupérer la liquidité de la vente de mon bien. Alors, généralement, ça se passe effectivement, on souscrit la société avec un capital, on fait un apport en numéraire et ensuite, effectivement, la société va recourir à l'emprunt. Donc, il y a effectivement un petit calage financier à avoir. Et ce qui est très important, et en même temps, ça fait partie des prérequis à ce type d'opération. Il faut que le bien dégage une rentabilité suffisante parce que c'est grâce au loyer, en fait, qu'on va rembourser l'emprunt. Alors qu'on va assurer le service, faire face au service de la dette. J'imagine qu'il y a des questions fiscales à un moment qui se posent, notamment sur l'imposition sur les plus-values locatives lorsqu'on le détient en propre, si jamais on veut le céder demain, et évidemment lorsqu'on fait la donation, lorsqu'on fait une transmission à ses enfants. Là, il y a une sorte d'avantage fiscal ou une facilité fiscale peut-être? Alors oui, tout à fait. Alors, pour reprendre votre premier point sur la plus-value, évidemment, quand la personne physique va céder son actif immobilier, il va falloir, s'il y a plusieurs biens qui pourraient être susceptibles de faire l'objet de cette opération, il va falloir sélectionner les biens pour lesquels on va avoir une taxation en matière d'impôt sur les plus-values la plus restreinte. La taxation en matière de plus-values immobilières, en fait, c'est pour l'impôt sur le revenu un taux forfaitaire de 19%, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux, CSG, CRDS au taux de 17,2%. Donc là, on est déjà à 36,2%. Majoré dans certains cas d'une surtaxe en matière immobilière, plus éventuellement une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et ce qui est intéressant, c'est que... Ça peut faire une somme assez conséquente à la fin. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les plus-values immobilières des particuliers bénéficient d'abattements pour durée de détention. C'est-à-dire que plus en fait on détient un bien depuis longtemps, en fait, plus la durée de détention est importante, plus on va bénéficier d'un abattement, c'est-à-dire d'une somme qui va réduire l'assiette de taxation tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux. Et avec ce système de cet abattement, on aboutit à une exonération totale en matière d'impôt sur le revenu au terme de 22 années de détention et 30 ans en matière de prélèvements sociaux. Donc il va déjà falloir regarder effectivement les actifs et prioriser les actifs dont la durée de détention est importante. Et après, effectivement, s'agissant de la donation, l'intérêt, effectivement, de donner des parts d'une société qui aura souscrit un emprunt, qui aura un passif important, c'est de pouvoir avoir une base taxable au droit de donation plus faible, parce qu'on va tenir compte, évidemment, dans l'assiette de calcul de cet emprunt souscrit par la société. Une question, j'imagine, qui doit souvent être posée, c'est à partir du moment où je me vends à moi-même, je suis celui qui décide du prix de vente et du prix d'achat, est-ce qu'il n'y a pas des risques de sous-estimation des biens ? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. C'est un risque majeur et parmi les précautions, pourquoi ? Parce que c'est un risque, parce que le prix doit effectivement être un prix de marché. Donc pour cela, il est nécessaire de procéder à une évaluation très sérieuse, très rigoureuse du bien, voire il y a des contrôles de l'administration fiscale sur le sujet. Tout à fait, parce que en fait, le droit de mutation, le droit de vente, en fait, qui est payé par l'acquéreur, la société civile, en fait, est assis sur ce prix de vente. Donc évidemment, l'administration va regarder de près, l'administration fiscale, le montant qui aura été retenu, cette valeur vénale,
et n'hésiterait pas à engager des notifications, notifier des rectifications, rehausser la valeur pour augmenter évidemment l'assiette de ce droit de vente. Il nous reste quelques secondes. Quels conseils vous donneriez à ceux qui seraient intéressés par ce dispositif, des choses auxquelles il faut faire attention ou les premières démarches à effectuer? Alors, dans les choses à prendre, pour lesquelles il faut prendre garde, il y a évidemment aussi le risque de l'abus de droit. D'accord. Donc, alors, bien évidemment, quand l'opération dans son ensemble répond à un objectif de transmission familiale, de diversification, parce qu'on ne l'a pas évoqué, de son patrimoine, parce qu'avec les liquidités, en fait, la personne physique... On peut réinvestir ailleurs, bien sûr. Va pouvoir réinvestir, par exemple, dans l'assurance vie, qui est un outil aujourd'hui, qu'un cadre juridique et fiscal de détention d'actifs financiers très pertinent, au plan juridique et au plan fiscal. Donc, bien évidemment, avoir une véritable histoire réelle pour éviter de tomber, effectivement, dans les critiques relatives à l'abus de droit, qui, premièrement, peut être mise en œuvre en cas de fictivité des opérations. Donc faire fonctionner la société, ça va de soi, comptabilité, des assemblées, etc. Avoir une réelle substance. Et deuxièmement, vraiment faire tête toute cette opération pour répondre à vraiment un objectif patrimonial. C'est vraiment le sens de ce dispositif. Merci beaucoup Aurélie Alamijon d'être venue détailler sur le plateau de Smart Patrimoine le fonctionnement de l'OBO immobilier. Je rappelle que vous êtes directrice au sein de l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.